Bien, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Merci aussi à Edwin et à Chloé pour l'organisation de la conférence. Merci à Jean-Michel pour l'introduction. Et donc effectivement, je voudrais, puisque c'est moi qui suis le premier à parler, essayer de quelque part nous interroger collectivement sur la manière dont on peut caractériser ces migrations liées au changement climatique. Et pour ce faire... Voilà. Pardon. Ah, il me semblait bien qu'il y avait... Et pour ce faire, je voudrais d'abord évoquer les migrations qui avaient lieu non pas dans l'Anthropocène, mais dans l'époque géologique qui a précédé l'Holocène. C'est une période du Quaternaire pendant laquelle il y a eu de nombreux changements climatiques déjà. Vers par exemple moins 6000 avant notre ère, un changement climatique a provoqué le verdissement du Sahara. Et puis il y a eu un changement climatique tout à fait majeur, et l'Holocène était marqué par plusieurs changements climatiques majeurs. C'est notamment au cours de l'Holocène, par exemple, que le niveau des mers a monté pour séparer les îles britanniques du continent européen. Et donc, lorsque le Sahara est redevenu un désert aux alentours de 3000 avant notre ère, eh bien, cela a provoqué une remontée vers le nord des populations qui occupaient le Sahara à l'époque, notamment les populations nubiennes, qui sont remontées et qui se sont installées en Égypte. Et c'est cette grande migration, cette grande remontée vers le nord qui a donné naissance à la civilisation de l'Égypte antique que l'on connaît aujourd'hui et que l'on visite en ce moment à Paris avec l'exposition Toutankhamon. C'est une migration liée à un changement climatique tout à fait majeur qui a eu des conséquences absolument déterminantes pour l'histoire de l'humanité. On peut imaginer que sans cette migration, sans ce changement climatique, la civilisation égyptienne que l'on étudie aujourd'hui n'aurait peut-être jamais existé, ou qu'elle aurait été très très différente. Et à travers l'histoire, même sans remonter à l'Holocène, en restant même dans l'Anthropocène qui commence, selon les versions, en 1614, lorsque l'Ancien Monde et le Nouveau Monde se mélangent et lorsque les différentes populations humaines commencent à se mélanger, ou qui commence selon d'autres versions avec l'invention de la machine à vapeur, ou alors qui commence selon la version qui aujourd'hui semble tenir la corde, c'est-à-dire la dispersion de particules radioactives dans l'atmosphère au moment des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, et puis des essais nucléaires qui ont suivi. Ceci pour dire qu'à travers l'histoire, il y a toujours eu des migrations motivées par des perturbations de l'environnement et notamment par des changements climatiques. Plusieurs de ces migrations ont eu des conséquences absolument déterminantes pour l'avenir de l'humanité. Et pourtant, paradoxalement, au moment où l'on va concevoir les politiques d'asile et de migration et les grands éléments de l'architecture du droit de l'asile et du droit des migrations au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est un facteur de migration qu'on va complètement oublier. Et on va alors considérer que les migrations humaines se répartissent en deux grandes catégories. D'un côté, ceux qui fuient des violences, des persécutions politiques. De l'autre, ceux qui migrent pour améliorer leur niveau de vie, pour améliorer leur salaire, pour améliorer leurs conditions. On va considérer que les premiers persécutés doivent bénéficier d'un système de protection internationale qu'on va formaliser sous la forme de l'asile dans la Convention de Genève de 1951, et on va considérer que les autres ne sont pas éligibles à un système international de protection particulier, ou qu'au contraire, c'est à chaque gouvernement de décider s'il souhaite accepter ou non ces migrants. Et donc, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on va considérer qu'il est possible de catégoriser les migrations en fonction du motif de migration. Et non seulement on va considérer qu'il est possible de faire ces catégories à partir du motif de migration, mais on va aussi considérer que ces deux motifs sont relativement imperméables l'un à l'autre. Et qu'il y a donc d'un côté les réfugiés,
et de l'autre les migrants, et qu'il ne faut surtout pas mélanger. Et c'est effectivement un discours qui est revenu en force, notamment à l'occasion de ce qu'on a appelé la crise des réfugiés qui a touché l'Europe à partir de 2014, où l'on a veillé à mettre en exergue les différences fondamentales qui existaient entre les réfugiés et les migrants. Et donc toute l'architecture, y compris en termes d'organisation internationale, va se construire sur cette base. On va créer, en 1951, d'un côté le Haut Commissariat aux réfugiés pour s'occuper des réfugiés, de l'autre l'Organisation internationale pour les migrations pour s'occuper des migrants. Le problème, évidemment, c'est que cette distinction entre réfugiés et migrants, d'une part, elle ne correspond pas ou elle ne correspond plus à la réalité empirique. Ce qu'on observe sur le terrain, comme Jean-Michel de Crolly l'a rappelé dans son introduction, c'est que les motifs de migration sont profondément liés les uns aux autres, sont profondément influencés les uns par les autres, et que quelque part, aujourd'hui, nos catégories de réfugiés et de migrants servent bien davantage à justifier les politiques d'asile et migration qui ont été mises en place dans les pays industrialisés, plutôt qu'à décrire une réalité empirique. Nous ne sommes plus du tout, aujourd'hui, dans un monde où les flux migratoires sont provoqués par un motif particulier, et nous ne sommes plus non plus dans une situation où les gens migrent d'un pays A vers un pays B avec un but précis pour un motif précis. Les choses aujourd'hui sont devenues considérablement plus complexes dans la manière dont les motifs de migration s'entremêlent, dans la manière dont les parcours de migration s'étalent à travers le temps et à travers l'espace, parfois sans avoir de destination précise en tête, mais pourtant nous restons en quelque sorte prisonniers de cette architecture que j'appellerais un peu holocénique, que nous avons établie donc après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? C'est que, à la faveur, quelque part, du changement climatique que nous provoquons, on semble en quelque sorte redécouvrir l'environnement comme facteur de migration. Et c'est effectivement quelque chose qui, d'une part, bouleverse un peu la dichotomie établie, puisqu'il y aurait donc des gens qui migrent aussi pour des facteurs environnementaux, et pas uniquement des gens qui migrent pour des motifs politiques ou économiques, et puis que ces différents facteurs seraient entremêlés les uns aux autres et qu'il serait très difficile de séparer les motifs politiques, économiques et environnementaux. Je prends simplement un exemple de cela. Quand on sait qu'aujourd'hui, environ la moitié de la population d'Afrique subsaharienne dépend directement de l'agriculture de subsistance comme principale source de revenus, il est évident que toute modification de la température ou de la pluviométrie en Afrique subsaharienne va avoir un impact immédiat sur les revenus à la disposition d'au moins la moitié des gens qui habitent cette région. Et que quelque part, pour eux, l'environnement et l'économie, c'est la même chose. Et c'est au fond une vision très occidentale des choses que de distinguer nettement l'environnement et l'économie comme si l'un n'avait pas d'influence sur l'autre. Pour beaucoup de gens sur cette planète, l'environnement et l'économie, c'est la même chose, simplement parce que leurs revenus dépendent directement des conditions environnementales. Ce qui veut dire qu'une partie des migrants qui arrivent en Europe et que nous appelons migrants économiques, en provenance par exemple d'Afrique de l'Ouest, nous pourrions tout aussi bien les appeler migrants écologiques, migrants environnementaux ou migrants climatiques. Et il est vraisemblable que la perception que nous en aurions dans les opinions serait également très très différente. Et donc on voit bien, on l'a vu sur la petite vidéo, à quel point cette catégorie des migrations climatiques commence aujourd'hui à quelque part s'inviter dans le débat sur les migrations et quelque part à bouleverser toute une série d'éléments d'architecture bien établis. Je pense néanmoins qu'il y a 4 éléments qui font que ces migrations anthropocéniques sont différentes des migrations holocéniques comme celles que j'ai évoquées au début de mon intervention. La première chose, c'est l'accélération des choses. Il y a aujourd'hui, bien entendu, de plus en plus de gens qui migrent, ce qui alimente parfois toute une série de projections assez fantasmées sur notre capacité à prévoir le nombre de personnes qui migreraient à l'avenir. Donc, premier élément, l'accélération. Le deuxième élément, c'est la responsabilité.
non seulement le changement climatique de l'Anthropocène est beaucoup plus rapide que les changements climatiques qu'a connus l'Holocène, mais c'est nous qui le provoquons. Et donc, par rapport aux dégâts liés à ce changement climatique, par rapport aux traumatismes liés notamment aux migrations forcées, se pose naturellement la question de la responsabilité. Et c'est là quelque part où le terme d'Anthropocène peut être trompeur, puisque l'Anthropocène qui désigne l'âge des humains, la période géologique où les humains seraient devenus les principaux responsables des changements de la planète, laisse entendre au fond que tous les humains seraient également responsables des changements qui surviennent à la planète, alors que la réalité c'est que la très grande majorité des humains est avant tout victime de ces changements, victime de ces transformations, avant d'en être responsable. Et je crois qu'il faut bien garder à l'esprit lorsqu'on parle de l'Anthropocène que l'essentiel de la population mondiale n'est pas actrice des transformations de la planète, mais en est bien davantage victime. Le troisième élément qui distingue ces migrations anthropocéniques des migrations holocéniques, c'est effectivement le fait qu'on va chercher à les singulariser, qu'on va chercher à voir dans les migrations liées au climat une sorte de signe manifeste, une sorte de preuve de la manifestation des effets du changement climatique. Et ça va nous conduire effectivement parfois à tordre la réalité et à faire de ces migrations une sorte de catégorie migratoire à part, comme s'il était possible de traiter ces migrations indépendamment des grandes dynamiques migratoires mondiales, comme si les facteurs climatiques n'étaient pas aussi des facteurs politiques et économiques. Or, bien entendu, qu'est-ce qui provoque le changement climatique? C'est avant tout la manière dont est organisé notre système politique et économique. Et donc, les migrations que nous appelons climatiques sont aussi profondément des migrations politiques et économiques. Et nous commettrions une grave erreur en pensant que ce sont des migrations indépendantes, à part des grandes dynamiques migratoires mondiales et qui peuvent être traitées différemment. Et puis le quatrième élément de différenciation, c'est bien entendu le fait que ces migrations sont sans doute beaucoup plus complexes aujourd'hui. Parce que nos politiques migratoires et nos politiques d'asile ont rendu ces migrations beaucoup plus complexes. Il est certain que l'apparition des frontières, par exemple, qui n'existaient pas dans l'Holocène, ont rendu ces migrations beaucoup plus dangereuses et meurtrières d'abord, et beaucoup plus complexes ensuite. Que les parcours migratoires, comme je le disais, se sont considérablement diversifiés, se sont étalés dans le temps et dans l'espace, et donc aujourd'hui, je ne pense plus qu'il soit encore possible de catégoriser des migrations en fonction du motif de migration. Il est sans doute possible d'établir d'autres catégories de migration, mais je ne pense plus qu'une catégorisation en fonction du motif de migration soit encore pertinente, parce que ces motifs sont non seulement liés les uns aux autres, mais s'influencent profondément. Cette complexification des migrations va aussi nécessiter davantage de coopération internationale, va nécessiter des mécanismes de gouvernance pour essayer quelque part de gérer au mieux ces migrations, d'en réduire au maximum les risques et les dangers et d'en maximiser les bénéfices. Mais cette gouvernance va prendre des formes très très diverses. Elle va d'abord toucher aux négociations internationales sur le climat et à la manière dont nos politiques climatiques, qu'il s'agisse de politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de politiques d'adaptation aux impacts du changement climatique, la question qui se pose, c'est comment ces politiques climatiques peuvent-elles prendre en compte les impacts du changement climatique sur les populations et donc les migrations? Mais ça va toucher aussi un autre champ de coopération internationale et un autre champ de l'action politique qui jusqu'ici n'était que très peu connecté au climat, c'est-à-dire le champ d'action des politiques migratoires. Le pacte de l'ONU sur l'immigration, dont Jean-Luc Bosson parlera tout à l'heure, aborde, et c'est un des premiers textes de coopération internationale en matière de migration, aborde la question du climat. La grande question, je crois, qui va se poser à nous, c'est de savoir comment on peut
mettre en cohérence ces différents types de coopération, ces différents types de gouvernance internationale qui touchent des domaines très différents de l'action publique, qui touchent parfois des temporalités très différentes et des logiques politiques très différentes. Et en d'autres termes, lorsqu'on, et je terminerai par là, quand on replace ces migrations dites climatiques dans une perspective de temps long, lorsqu'on compare les migrations de l'Anthropocène avec celles de l'Holocène, effectivement, on peut se demander, et c'est sans doute le grand défi politique actuel sur ce sujet, on peut se demander effectivement comment on va pouvoir gouverner au niveau international ce qui est au fond une réaction humaine qui a toujours existé et ce qui est aussi une aspiration humaine fondamentale. Et au fond, on peut se demander si gouverner les migrations internationales, ce n'est pas aussi complexe, difficile et peut-être vain que de vouloir gouverner l'espoir. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci.